Chaque jour, j'ai l'impression qu'il se rapproche un peu plus de son but de me remplacer. Il y a environ 7 ans, j'avais 25 ans et j'étais à l'épicerie, et j'ai eu ce sentiment vraiment bizarre 10 minutes après avoir commencé à faire mes courses, mais je l'ai simplement ignoré. Alors que je me dirige vers les caisses, je vois quelqu'un habillé exactement comme moi. Au début je me suis dit que c'était une coïncidence, mais ensuite il s'est retourné et je l'ai vu et c'était littéralement moi. J'étais terrifié. À cause de mon passé et de la façon dont j'ai été élevé, j'ai toujours fait face à des problèmes ou à des situations étranges. J'étais intrigué, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui demander son nom. Il s'est retourné vers moi et m'a littéralement juste regardé dans les yeux pendant ce qui a semblé une éternité sans rien dire. Il avait un sourire étrange mais ne disait rien, on aurait dit qu'il était figé dans le temps. Le sentiment de malaise s'est accentué et chaque fibre de mon être me disait de partir vite. Presque comme un instinct de survie, j'ai laissé tomber mon panier et je suis parti en courant. Juste avant de quitter le magasin, j'ai regardé une dernière fois en arrière et il était toujours bloqué dans la même position, comme si j'étais encore devant lui et qu'il me fixait. Je ne l'ai plus revu depuis ce jour, mais j'ai arrêté d'aller faire mes courses dans ce magasin par peur de le croiser. Cela m'est arrivé il y a environ 2 ans, vers la fin de décembre 2020. J'avais 19 ans à l'époque. Ma copine et moi étions chez mes grands-parents, buvant quelques verres dans le garage jusqu'à ce qu'il fasse trop froid pour rester là. C'était l'une des nuits les plus froides de l'année et il y avait un énorme blizzard cette nuit-là. Nous sommes tous deux retournés à la maison vers 2 heures du matin. Elle est entrée dans ma chambre et je suis sorti dans la cuisine pour nous faire cuire quelque chose au four. J'étais sur mon téléphone debout seul dans la cuisine quand ma grand-mère et ma petite amie sont toutes les deux sorties dans la cuisine. C'était un peu étrange parce que ma grand-mère n'est jamais debout si tard et c'était encore plus bizarre que ma copine soit sortie en même temps. La première chose que ma grand-mère m'a dite est « Ne retourne pas là-bas ce soir, une nuit comme celle-ci, les gens perdent leur vie ». J'étais un peu paniqué parce que j'allais retourner au garage pour prendre quelque chose. Je n'ai jamais dit à personne que je retournais là-bas. Ma copine et ma grand-mère se tenaient là, me regardant avec des expressions bizarres. Avec des sourires très peu naturels qui semblaient faux. Ma petite amie est ensuite venue me voir et m'a serré dans ses bras. Quand je l'ai attrapée, elle était glacée. J'ai commenté à ce sujet et quand j'ai mentionné combien elle était froide, son expression a changé. Son sourire s'estompa et elle me regarda avec des yeux tristes et très sérieux, sans rien dire. Il y avait autre chose que j'ai remarqué aussi. Elle sentait comme un feu de camp, une odeur de fumée terreuse. Il n'y avait pas d'explication à cela et elle ne sentait pas ça plus tôt. Je jure qu'à ce moment-là, j'ai eu des frissons. Il y avait quelque chose de si bizarre dans tout ça mais je ne pouvais pas mettre mon doigt dessus. Ma petite amie m'a murmuré à l'oreille « Ne sors pas ce soir ». Elle est retournée vers ma grand-mère. Elle était à côté d'elle, la tête baissée et l'expression sérieuse pendant que ma grand-mère me fixait encore avec ce drôle de faux sourire. C'était tellement bizarre que je me suis retrouvé sans voix. Le vent a commencé à faire un bruit de l'enfer dehors, la maison tremblait. Ma grand-mère s'est retournée et a regardé ma petite amie. « Ne joue pas avec la magie noire, dit-elle. Rien de bon n'en sortira, continua-t-elle en regardant vers le bas. Je me tenais là, confus. Ma petite amie m'a regardé. « Il faut partir maintenant, dit-elle. » Ils se sont toutes les deux éloignés. Ma grand-mère m'a regardé pendant une seconde. « On se voit de l'autre côté, dit-elle avec ce sourire bizarre. Puis elles sont sorties de la cuisine. Je suis resté là pendant un moment. Je ne savais pas quoi faire de tout cela. J'ai décidé de ne pas aller au garage, je sortirai et je prendrai mes affaires le lendemain matin. Je suis resté dans la cuisine pendant encore 10 minutes jusqu'à ce que le repas soit prêt. Je suis retourné dans ma chambre avec. Ma petite amie était couchée. Elle s'est levée et nous avons regardé un film. Je suppose que j'étais calme parce qu'elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que tout allait bien. Il m'a fallu 10 minutes pour en parler parce que, pour être honnête, j'étais toujours effrayé par ce qui venait de se passer dans la cuisine. Je me suis tourné vers elle et lui ai demandé pourquoi elle et ma grand-mère étaient venues à la cuisine. À la seconde où j'ai dit ça, mon nez a commencé à saigner. J'ai couru aux toilettes et pris quelque chose pour arrêter le saignement. Quand je suis retourné dans la chambre, j'ai tout dit à ma petite amie.
Comme vous pouvez le deviner, elle a dit qu'elle n'était jamais sortie de la chambre et elle a juré qu'elle n'était jamais allée dans la cuisine. Elle ne sentait plus la fumée. Nous sommes allés réveiller ma grand-mère juste après et elle a dit la même chose. Elle pensait qu'on lui faisait une blague et elle ne m'a pas cru. Nous étions tellement paniqués après cela que nous avons eu du mal à dormir pour le reste de la nuit. La partie qui a vraiment fait peur à ma copine, c'est quand je lui ai dit à quel point elle avait froid et qu'elle sentait la fumée. La seule explication que nous pouvions trouver était que peut-être si je sortais cette nuit quelque chose de mauvais me serait arrivé. Peut-être que les esprits des parents morts qui me surveillaient sont venus à moi sous cette forme pour que je ne sois pas effrayé et qu'ils puissent transmettre le message. Ma petite amie venait de recevoir un livre sur la sorcellerie de son amie la semaine précédente. Ma copine ne l'a jamais ouvert, mais comptait l'utiliser plus tard. Elle a pris ce qui a été dit comme un avertissement. Je pense à écrire cette histoire depuis 2 ans et ma copine m'a encouragé à le faire parce que peut-être quelqu'un d'autre a vécu une expérience comme celle-ci. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours des frissons en y pensant. Quand j'étais à l'université, j'ai fait un stage dans un hôpital. Un jour, je me suis vu assis dans une salle d'attente. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui me ressemblait, nous étions identiques jusqu'à la coupe de cheveux et la manière de parler et bouger. Je me suis arrêté dans mes traces et pensé, c'est moi. Ce que j'ai ressenti peut seulement être décrit comme terreur. Rétrospectivement, j'aurais aimé m'approcher d'elle mais à ce moment-là j'avais un sentiment horrible et je devais sortir de là. Je pense encore à cela de temps en temps, et m'interroge. Je n'oublierai jamais ce sentiment que je devais m'éloigner d'elle. C'est comme si une énergie me disait que si on s'approchait, les choses allaient mal se terminer. Je me souviens encore souvent de cet incident et je me demande ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis allé au bowling avec mon cousin et juste quand nous étions sur le point de partir, j'ai entendu une voix qui appelait mon nom. L'un d'eux m'appelait et me regardait. C'était un parfait inconnu et nous l'avons approché parce que j'étais choqué qu'il me connaisse alors que je n'avais jamais vu son visage. Au début, je pensais qu'il était un ancien camarade de classe de l'école primaire et il avait probablement tellement changé que je ne pouvais pas le reconnaître. Je lui ai demandé qui il était et il semblait perplexe que je ne me souvienne pas de lui. Il m'a dit « Vous ne vous souvenez pas de moi ? Je suis celui qui vous a aidé à mettre votre valise dans la voiture la semaine dernière. » Je lui ai demandé où cela s'était passé et il a nommé une des villes autour de celle dans laquelle j'habite. J'étais tellement confuse parce que cela ne s'était jamais produit et je lui ai dit qu'il devait penser à quelqu'un d'autre. Il a dit « Ce n'est pas toi Angèle ?» Et je lui ai dit « Si, mais je ne t'avais jamais vu auparavant. » Il m'a répondu « Si tu ne veux pas me parler, je comprends mais ne me dis pas que ce n'est pas toi » et il est parti en colère. Je n'ai jamais oublié ce jour. Je me demande encore qui était cette fille et comment il est possible qu'elle ait eu mon nom et ressemblait exactement à moi, et apparemment vit près de moi aussi. Je ressens le besoin de partager une histoire étrange et effrayante qui m'est arrivée récemment. J'espère que cela pourra peut-être aider quelqu'un d'autre ou du moins me donner quelques conseils sur ce que je devrais faire. Il y a environ 6 mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Tout a commencé par des commentaires de collègues et d'amis disant qu'ils m'avaient vu à des endroits où je savais pertinemment ne pas être allé. Au début, je pensais que c'était juste une erreur de leur part. Mais plus le temps passait, plus les témoignages devenaient fréquents et précis. Un jour, alors que je faisais mes courses, une personne que je ne connaissais pas m'a salué avec un grand sourire et a commencé à me parler comme si nous étions de vieux amis. J'étais confus, mais je ne voulais pas paraître impoli, alors j'ai joué le jeu. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois, mon double parfait, mon doppelganger. Il se tenait à quelques mètres de moi, me regardant avec le même air surpris que moi. Il s'est approché, et à ma grande surprise, il a été amical. Nous avons discuté pendant un moment, et il semblait être quelqu'un de sympathique. Nous avons échangé nos numéros, pensant que ce serait amusant de rester en contact. Au début, c'était effectivement amusant. Nous nous rencontrions de temps en temps pour discuter de nos vies étrangement similaires. Mais peu à peu, j'ai commencé à ressentir une certaine appréhension chaque fois qu'il proposait de nous voir. Il devenait de plus en plus insistant,
demandant toujours à me rencontrer dans des endroits isolés ou à des heures tardives. J'avais un mauvais pressentiment, mais je n'avais aucune preuve concrète que quelque chose n'allait pas. Un soir, il m'a appelé d'un ton pressant, disant qu'il devait absolument me parler de quelque chose d'important. Il voulait que nous nous rencontrions dans un parc de la ville, bien après la tombée de la nuit. J'ai accepté à contre-cœur, mais une fois arrivé sur place, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il était là, debout sous un réverbère, me regardant avec une intensité qui m'a glacé le sang. Il m'a dit qu'il voulait prendre ma place, que ma vie était mieux que la sienne et qu'il méritait de l'avoir. Je pensais qu'il plaisantait, mais son expression était sérieuse, presque démente. J'ai senti une peur primale monter en moi. Sans attendre, j'ai prétexté un appel urgent et j'ai quitté le parc en vitesse. Depuis cette nuit, il n'a cessé de me harceler, m'envoyant des messages inquiétants et apparaissant de manière inattendue dans des endroits où je me trouvais. Je commence à craindre pour ma vie. Ce n'est plus seulement une curiosité étrange ou un simple désagrément, c'est une menace réelle. Chaque jour, j'ai l'impression qu'il se rapproche un peu plus de son but de me remplacer. Je suis à bout de nerfs et je ne sais plus quoi faire. J'ai pensé à en parler à la police, mais j'ai peur qu'ils ne me croient pas ou qu'ils pensent que je suis fou. Pourtant, je crois que je n'ai plus d'autre choix. Pour ma sécurité, je pense qu'il est temps que je me rende au commissariat de police et que je raconte tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils pourront m'aider à me débarrasser de cette menace avant qu'il ne soit trop tard. J'ai reçu un texto d'un mec avec qui je sortais en me demandant ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais chez moi avec mon chat à regarder Netflix. Il a répondu d'une manière sarcastique qui insinuait qu'il savait que je mentais. Après quelques textos, il m'a demandé si j'étais sûr que je n'étais pas à un rendez-vous avec un gars pour voir le nouveau film de Marvel qui était sorti. Je lui ai envoyé une photo de moi sur mon canapé avec mon chat. Il était au ciné et a insisté sur le fait qu'il y avait une fille à l'avant qui me ressemblait avec un autre gars. Son collègue, qui me connaissait, était avec lui et a également confirmé qu'il était sûr que c'était moi. Malheureusement, il faisait trop sombre pour prendre une bonne photo, je voulais voir à quoi elle ressemblait. Je me demande si mon rendez-vous était beau gosse. Environ à la même époque, un couple de collègues a dit qu'ils avaient vu une fille qui me ressemblait exactement quelques nuits d'affilée dans un bar où ils étaient allés. L'une d'elles a dit qu'elle était venue dire bonjour jusqu'à ce qu'elle réalise au dernier moment que ce n'était pas moi. Elle a réussi à obtenir une vidéo distante d'elle une nuit et elle a montré une ressemblance frappante. Je ne sais pas si c'était la même fille qui était au ciné ou non. Je ne saurais jamais si c'était un sosie ou si c'était un autre moi qui a une meilleure vie sociale que moi. J'ai trouvé mon sosie. Elle fait du porno snuff. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce genre de vidéo où des gens se font torturer. J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Je venais de recevoir un message d'un numéro bloqué, qui disait seulement « Est-ce que c'est toi ?», suivi d'un lien qui était évidemment pornographique. J'ai senti mes entrailles se tordre et se tortiller. Celui qui avait envoyé ceci me connaissait évidemment, mais il ne voulait pas que je sache qui ils étaient. Je me suis dit que c'était évidemment une blague. Mais si ce n'était pas le cas ? Je me suis levé, j'ai fermé la porte à clé et je suis allé m'asseoir sur le canapé. J'ai fermé les yeux et pris une grande respiration. J'ai cliqué sur le lien. Mon téléphone a chargé le site web. Dans la vidéo, une femme nue accrochée par les poignets à des chaînes attachées au plafond. Elle me tournait le dos, je ne pouvais pas voir son visage. J'ai mordu ma lèvre fort et j'ai cliqué sur Play. Le son était de mauvaise qualité, mais la vidéo était limpide. Un homme s'est précipité dans le cadre, vêtu de noir, sauf pour un bandana rouge qui a obscurci son visage inférieur. Avec une main gantée, il tendit la main pour saisir la gorge de la femme, et avec l'autre il tira son pantalon et se mit violemment à l'intérieur d'elle. J'ai détourné mon regard. J'avais déjà vu de la pornographie, même des trucs violents, mais quelque chose à propos de celui-ci m'a traumatisé. Mais je n'ai pas fermé le site. Pourquoi ? Je me suis posé la même question 1000 fois. J'attendis que le grognement de l'animal de l'homme s'estompe avant de regarder à nouveau. Il s'est tiré et a retourné la femme, et maintenant je pouvais voir son visage. Il était déchiqueté,
teinté de l'armée rouge, et sans équivoque c'était mon visage. L'air a gelé dans mes poumons. J'ai vu la lueur du métal, mais avant que je ne puisse l'enregistrer, le couteau glissait sur sa gorge et le sang coulait sur le devant de son corps nu. J'ai détourné les yeux et appuyé sur le bouton d'accueil pour fermer le navigateur. Mon téléphone vibre à nouveau. Un nouveau message qui disait « As-tu aimé ?» Je n'ai pas regardé, j'ai menti. La réponse a été instantanée. « Si, tu l'as fait », a-t-il dit. Cette fois, ils ne se sont pas inquiétés d'un lien. Tout l'écran de mon téléphone a été pris en charge par une vidéo. Dans celui-ci, une fille s'est assise sur son canapé, penchée sur son téléphone. Son appartement était identique au mien, et comme la caméra zoomait lentement sur son visage, je pouvais voir qu'elle me ressemblait exactement, jusqu'à la cicatrice sur le sourcil que j'avais eue en tapant une table quand j'avais 2 ans. La peur m'envahissait, me forçant à reconsidérer chaque aspect de ma vie. Après avoir regardé cette vidéo grotesque et perturbante, je savais que je ne pourrais plus jamais vivre comme avant. Il fallait que je prenne des mesures drastiques pour me protéger. Le lendemain, j'ai commencé à mettre en place mon plan de fuite. J'ai contacté ma famille et mes amis, leur expliquant vaguement que j'avais besoin de prendre de la distance pour des raisons personnelles. Heureusement, ils m'ont soutenu sans poser trop de questions. J'ai déposé une demande de congé indéterminé à mon travail, invoquant des raisons médicales. Mon patron, bien que surpris, a accepté ma demande avec compréhension. J'ai trouvé un appartement à louer dans une petite ville à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. J'ai vendu tout ce que je pouvais, ne gardant que le strict nécessaire. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un nouveau téléphone et changé de numéro, supprimant toutes mes traces sur les réseaux sociaux et créant de nouveaux comptes sous un pseudonyme. Le jour du déménagement, j'ai ressenti un mélange d'angoisse et de soulagement. En quittant mon ancien appartement, j'ai jeté un dernier regard à ce qui avait été ma maison, maintenant empreinte de terreur. La route vers ma nouvelle vie semblait interminable, mais chaque kilomètre parcouru me donnait un peu plus d'espoir. Installé dans mon nouveau logement, j'ai mis en place des mesures de sécurité supplémentaires. J'ai changé toutes les serrures, installé un système de surveillance et pris des cours d'autodéfense. Petit à petit, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai trouvé un emploi local, me suis fait de nouveaux amis et ai tenté de laisser derrière moi ce cauchemar. En 2017, mon ex et nos enfants vivaient avec ses parents après que nous ayons tous convenu qu'ils avaient besoin de mains plus jeunes pour leur maison afin de les aider à gérer la terre et les finances. J'étais contremaître dans une mine de charbon locale à l'époque et je venais de rentrer du travail vers 17h. Quand je suis entré dans la porte, les enfants m'ont tous regardé un peu confus et mon fils aîné m'a demandé pourquoi je devais retourner au travail. Je portais toujours mon uniforme sale parce que les douches de la laverie n'avaient pas d'eau chaude ce jour-là pour une raison quelconque, et je me suis un peu moqué et lui ai dit que j'étais parti depuis 6h ce matin. C'est à ce moment-là que les enfants ont commencé à me regarder et à se regarder, et ma fille a dit qu'elle m'avait vu il y a environ 1 heure entrer par la porte d'entrée en vêtements propres et faire un sandwich avant que je leur dise que j'allais au bar où leur mère travaillait. Apparemment, j'ai dit que je les aimais et je suis sorti. Eh bien, après quelques minutes d'essayer de comprendre avec eux, je me suis dit qu'ils me jouaient un tour. Je leur ai fait un sandwich et leur ai dit que je les aimais alors que je sortais pour dire à leur grand-père que je serais dehors quelques heures pour une bière et rendre visite à leur mère au travail. Quand je l'ai vu dans le garage, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas encore parti et ça m'a arrêté. Je l'ai regardé pendant quelques secondes et j'ai commencé à rire en lui demandant si les enfants le mettaient dans cette situation. Je me suis inquiété quand j'ai pu dire qu'il n'avait aucune idée de ce que je parlais. Il a juré que je suis entré dans la maison, que j'ai parlé à tout le monde et préparé quelque chose à manger et que je suis sorti. Après que je lui ai expliqué que je venais de rentrer du travail et j'ai insisté pour dire que je ne mentais pas, nous sommes tous les deux restés silencieux et incrédules. Je l'ai interrogé encore et encore avec les enfants en leur demandant s'ils étaient sûrs que c'était moi et non quelqu'un d'autre qui me ressemblait ou quelque chose comme ça, alors que je cherchais une explication logique. Nous n'avons pas pu en trouver. Cela a pris environ 1 heure de notre temps à essayer de comprendre ce que je disais et ce qu'ils disaient et finalement ça s'est terminé avec tout le monde disant que c'était bizarre et en laissant les choses comme ça. Je suis donc parti et je me suis dirigé vers le bar pour voir leur mère, encore ma femme à l'époque, et quand je suis entré, elle se tenait là derrière le bar et elle m'a demandé ce que j'avais oublié.
Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle m'a regardé comme si j'étais un idiot et m'a dit que j'étais parti il y a 5 minutes et que je rentrais à la maison pour nourrir les enfants et commencer leurs devoirs. Pendant tout le temps où j'étais au travail et à la maison, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui me ressemblait exactement dans un endroit différent autour des membres de ma famille. Je ne sais pas si c'était un sosie ou quoi, mais 6 mois après cet incident, j'ai connu la plus dure période de malchance de ma vie. Divorce, perte d'emploi, problème de santé, perte d'une maison. Ma cousine m'a téléphoné l'autre jour pour me dire qu'elle avait eu une des pires frayeurs de sa vie. Quand je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, elle a dit qu'elle a fait un cauchemar et puis elle s'est levée et elle s'est vue debout devant elle. Son corps se tenant près de la garde-robe et la regardant, elle a crié et ses parents sont entrés en courant mais il n'y avait rien là. Elle insistait que ce n'était pas un rêve parce que quand ses parents sont entrés elle était bien réveillée. Chez mes parents, ce genre de choses est courant. Bien que nous ne nous soyons jamais vus, seulement l'un l'autre dans 2 endroits à la fois ou dans des endroits où nous n'étions clairement pas avant. Et tout cela n'était pas juste nous, les gens qui visitent la maison l'ont vu aussi. Mon mari n'avait jamais entendu parler de nos doubles, jusqu'à ce qu'un jour il voit ma tante marcher dans le couloir d'un côté de la maison au même moment qu'elle sortait des toilettes de l'autre côté. Il pensait qu'il devenait fou jusqu'à ce que nous le rassurions qu'il ne l'était pas. Le nouveau copain de ma mère l'a vu récemment avec les cheveux blonds marcher à travers la cuisine vers la porte d'entrée. Elle avait eu les cheveux châtains pendant 1 an ou 2, il ne la connaissait même pas quand elle avait les cheveux blonds il y a quelques années. J'ai toujours vu mon père en chemise jaune dans la chambre ou à côté de la porte arrière. Je me rendais souvent compte qu'il était en train de faire des courses ou même ne portait pas de chemise jaune ce jour-là. Mais récemment, je me suis vu dans ma nouvelle maison, en regardant autour du coin de la porte de la salle de bain. J'ai failli faire pipi dans mon pantalon. Je pense que ça a pu être une hallucination ou quelque chose dans le genre. Du moins, j'espère. Ce que je vais raconter a presque tué mon frère émotionnellement. Nous sommes au Canada, près de l'endroit où mon père a grandi, et il rencontre une ancienne petite amie du lycée. Mon frère et moi, adolescents nous-mêmes à l'époque, poussons pour la connaître et poser des questions sur le passé de notre père. Elle est heureuse de nous voir, on déjeune tous, on entend des histoires sur papa quand il était adolescent et ça fait du bien. C'est une très bonne rencontre, et elle mentionne à la fin du repas qu'elle a des photos de l'époque. Il est temps d'embarrasser papa à propos de sa coupe de cheveux et de ses vêtements, sans ringard, et espérons qu'on aura des photos de lui fumant et faisant d'autres choses pour le faire chanter. Alors elle ouvre le livre photo et pas 2 pages dedans il y a une grande, claire comme le jour, image parfaite complètement inimitable de mon frère. Sauf qu'il a plus de 40 ans. La ressemblance était plus que forte, elle était nette. Papa est dans une rivière à travailler sans sa chemise, et c'est exactement le même corps, les muscles, le visage, les cheveux, l'expression d'agacement que mon frère porte quand il se fait prendre en photo, tout, c'est une photo de mon frère. Point final. Si je ne savais pas le contraire, je le jurerais. Le visage de mon frère était incroyable, il souriait et riait et puis d'un coup il a arrêté. Il a dit plus tard qu'il voyait toute sa vie passer devant lui. Il savait exactement à quoi il allait ressembler à 50 ans. Il réalise toutes les histoires qu'il a entendues toute la journée, il les avait déjà vécues, il est papa, il a vécu exactement les mêmes aventures, les amis qu'il a ont les mêmes noms que ceux de mon père, sa copine avait le même nom, c'est une coïncidence incroyable. J'ai ri comme un fou. J'ai eu une copie de la photo plus tard. Je l'ai encadrée avec une photo de mon frère et je l'ai donnée à tous les deux pour Noël l'année suivante. Je ne veux pas dire ma relation avec cette personne, mais quelqu'un m'a raconté cette histoire et j'y pense tout le temps. Il est allé sur la côte a atterri et a pris un bus. Le bus a ralenti à un arrêt et une seule personne est montée. Mon ami a de suite senti une énergie brûlante en regardant cette personne qui venait de monter. Nous avons tous ressenti cela à un moment donné de notre vie, c'est suffisant pour vous faire tourner les yeux. Quand cette personne s'approche de lui, mon ami le regarde et c'est une copie conforme de son visage, de son corps,
de sa façon de marcher, tout. Il décide de sortir du bus quelques arrêts avant sa destination parce qu'il n'arrivait pas à supporter cette sensation de malaise. Une semaine plus tard, il est dans la rue, mettant fin à son voyage. Il attend que le feu change pour traverser la rue et un bus s'arrête. Il regarde par la fenêtre et se voit à nouveau. Cette fois, cette personne a le visage lacéré et fait ressentir chez mon ami une sensation encore plus dévastatrice. Quand j'étais plus jeune, mon ami et moi avons vu une apparition de moi-même au même moment. Elle nous regardait droit dans les yeux avec la bouche ouverte. Nous étions horrifiés et j'avais peur qu'elle ne veuille plus être mon amie. Nous en parlons encore aujourd'hui. L'expérience la plus folle de ma vie. Je sais que ce n'était pas mon cerveau qui jouait des tours parce que quelqu'un d'autre a vu ce que j'ai vu. Je n'ai jamais compris ce que c'était, mais j'ai entendu parler de bilocation et de voyage dans le temps. J'ai récemment entendu une théorie selon laquelle il y aurait deux d'entre nous. Vous dans ce domaine et puis une version de vous en forme d'esprit pour le manque d'un meilleur mot dans un autre domaine. Je suis en bas dans la cuisine à faire à manger quand, tout à coup, j'ai cette forte sensation qui me pousse à regarder par la fenêtre du salon. Je marche dans le salon et je regarde par la fenêtre. Je me demande ce que je faisais et pourquoi tout à coup j'ai eu l'envie de faire ça. Je suis littéralement sur le point de retourner dans la cuisine quand je remarque quelque chose de l'autre côté de la route. Je me vois me regarder de derrière un arbre, me regardant fixement, en souriant. Je me fige et j'ai un terrible mélange de peur et de confusion qui m'envahit. Moi et mon clone nous fixons pendant environ 60 secondes. Il est revenu derrière l'arbre hors de vue, et tout à coup, il était parti. C'est tout. C'est mon histoire. Je suis resté là ne sachant pas quoi faire pendant 20 minutes. Cela s'est passé à 11h30 du matin. J'ai marché devant mon double dans le port de Santa Barbara il y a environ 20 ans. Il était environ 2h30 du matin et je m'étais éclaté au bar. Je marchais sur le quai jusqu'à mon bateau et je l'ai vu de loin. Il quittait le port, mais toujours sur le quai. De toute façon, nous sommes passés sous une lumière et nous avons simplement gardé un contact visuel perplexe. Nous n'avons pas dit un mot. C'était l'une des choses les plus étranges que j'ai vécues. J'ai aussi eu un inconnu qui m'a approché un jour dans le port en me disant que je jouais super bien le banjo. Je n'ai jamais touché un instrument musical de ma vie. Cela s'est produit quand j'avais 8 ans. J'ai vu mon père dans la salle de bain, s'essuyant après la douche. Mais le problème est qu'il était censé être au travail à ce moment-là. Je lui ai demandé, « Papa, quand es-tu rentré à la maison ?» Il n'a rien dit. J'ai insisté et il m'a fermé la porte de la salle de bain au visage. 20 minutes plus tard, maman nous a donné à moi et mon petit frère un repas. Donc, 3 personnes, ma petite sœur, se sont assises pour déjeuner. J'ai demandé à maman pourquoi on n'attend pas papa. Elle a ri et dit pourquoi. Il ne rentre qu'après minuit. Je lui ai dit, mais papa est à la maison. Puis je lui ai expliqué. Nous avons fouillé toute la maison, mais nous n'avons pas pu le trouver. Après avoir mangé, mon petit frère s'est endormi. Maman est restée éveillée pour regarder la télé. Je me suis réveillé en entendant le cri de maman. Je me suis précipité à sa recherche. Je l'ai trouvée devant la porte de la salle de bain. Elle m'a embrassé et ne pouvait pas parler. J'ai regardé la salle de bain, qui était vide. J'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait vu papa. Papa était là mais pas sous une forme humaine. C'était comme s'il y avait un clone maléfique qui s'était introduit chez nous. Quand mon vrai père est rentré, nous lui avons tout expliqué et il nous a dit qu'il avait déjà ressenti cette sensation comme si quelqu'un le regardait dans la salle de bain. Il nous a aussi dit que quand il se regarde dans le miroir, il a parfois l'impression que son reflet bouche-sourit alors qu'il a un visage neutre. J'étais dans la cuisine en train de cuisiner le dîner. Mon chien était à mes pieds, attendant que je laisse tomber quelque chose comme d'habitude. Mon mari est descendu dans le couloir et est entré dans le salon, et mon chien s'est levé et l'a suivi.
Nous avons une cuisine semi-ouverte, de sorte que vous pouvez entendre quelqu'un, mais il y a un mur qui dépasse pour vous empêcher de voir pleinement dans le salon. J'ai commencé à parler à mon mari, lui racontant des ragots de travail depuis ce jour. Il ne répondait pas, ce qui était bizarre, mais je me suis dit qu'il était peut-être sur son téléphone. Une minute plus tard, j'entends la porte de la chambre s'ouvrir et se fermer, et mon cœur me saute à la gorge. J'ai appelé mon mari, et il est descendu des escaliers pour demander ce qu'il y avait. Je suis allé rapidement dans le salon pour y jeter un coup d'œil, et mon chien était juste allongé sur le canapé. J'ai demandé à mon mari s'il était venu il y a une minute et peut-être que je ne l'avais pas vu partir. Il a dit non, il était à l'étage en train de faire le lit et de plier le linge depuis au moins 1 heure. Je viens de rencontrer un inconnu dans la rue qui me ressemble presque et c'était l'une des expériences les plus effrayantes et dérangeantes que j'ai jamais eues. Et non pas parce que je suis laide. C'est une chose d'entendre quelqu'un vous dire que vous ressemblez à quelqu'un, mais c'est une toute autre chose de se retrouver face à face, avec votre double. Je pouvais dire qu'il était tout aussi mal à l'aise que moi. Nous avons tous les deux craqué une blague stupide sur le fait d'être des clones ou quelque chose, puis nous sommes partis sur des directions opposées. Je ne pense pas que l'un de nous voulait rester là et avoir une conversation. J'ai encore des frissons quand je repense à ça. Je n'ai jamais vraiment eu de problème avec l'endroit où nous vivions. C'était une zone isolée, mais cela signifiait aussi que la vie privée était facile à obtenir. C'était un petit comté dans l'est du Tennessee qui comptait peut-être une centaine de maisons environ. C'était juste mes parents et moi seuls dans les montagnes. Ma mère s'était habituée à la vie en montagne et n'avait jamais pensé à partir. Mon père travaillait comme garde-chasse du comté et rentrait généralement vers 8 ou 9 heures du soir. Je me souviens d'une nuit cependant, il est rentré plutôt tôt. Il avait toujours des clés pour ouvrir la porte et rentrait habituellement directement, prenait quelque chose à manger, s'asseyait dans son fauteuil et allait ensuite se coucher. Mais ce soir-là, il est entré et s'est assis silencieusement à la table, sans bouger ni manger. Il est resté là, la tête dans les mains. « Quelque chose ne va pas, papa ?» lui ai-je demandé. Il s'est tourné vers moi avec un regard de tristesse grimpant sur son visage. Étrangement, il semblait rapidement se transformer en un regard de préoccupation maintenant. Mike est porté disparu depuis presque 2 jours. Personne n'a réussi à le retrouver et sa famille commence à s'impatienter. C'est difficile de faire face à une femme et des enfants qui pensent qu'ils ont perdu leur mari et père. « C'est tout, mon garçon », m'a-t-il dit d'un ton presque solennel. Mike était son partenaire depuis quelques années. C'était un homme plus jeune, pas plus de 30 ans. Maman est entrée et a commencé à avoir une conversation avec papa pendant que je retournais à la télévision. Leurs voix craquaient toutes les deux de temps en temps, je présumais que c'était dû à la gravité de la situation. Environ 10 minutes plus tard, papa est revenu dans le salon avec maman et ils ont éteint la télévision pendant que je la regardais. Avant que je ne puisse protester, ils m'ont tous deux regardé et ont parlé. « Fiston, jusqu'à ce que tout cela soit résolu, je veux que tu me promettes quelque chose, d'accord ? À partir de maintenant, n'ouvre la porte à personne. Maman et moi avons tous les deux des clés, et nous pouvons nous débrouiller pour entrer, m'a-t-il dit pendant que j'écoutais attentivement. Nous n'aurons pas besoin de frapper ou de t'appeler, et si tu entends cela, ignore simplement et va dans ta chambre. Tu as nos numéros de téléphone portable, alors appelle-nous simplement si tu as besoin de quelque chose, a-t-il terminé. J'ai hoché la tête, légèrement préoccupé par les raisons exactes de ces règles spécifiques, mais il n'était pas rare que mes parents soient parfois stricts. En acceptant leurs conditions, je suis allé me coucher. J'étais en vacances d'hiver, donc je n'avais aucune raison de me lever tôt. Le lendemain matin, je me suis levé pendant que maman disait au revoir à papa pour le travail. Il se donnait toujours un baiser et disait « Je t'aime » avant de se séparer. Ce matin-là, cependant, semblait plus grave que d'habitude. Il y avait un sentiment de préoccupation dans la voix de ma mère en disant au revoir. La journée s'est déroulée de manière plutôt normale, jusqu'à l'heure de rentrée de papa. Il n'a pas utilisé les clés comme d'habitude. Il a juste frappé, je n'ai presque pas pensé que c'était lui jusqu'à ce que je me souvienne des lumières de son camion entrant par la fenêtre. Je pensais jouer le jeu et ouvrir la porte avec un visage drôle ou une blague pour l'accueillir.
Mais quand j'ai ouvert la porte, je n'ai été accueilli que par un père furieux. Quelle était la simple règle que je t'ai dit de suivre, a-t-il dit. Sa voix était sévère et en colère. Je suis désolé papa, je savais que c'était toi, ai-je répondu. Non, tu ne savais pas. Tu pensais juste que c'était moi. Je t'ai dit que je me débrouillerais pour entrer, sa voix tonnait fortement sur moi. Ma mère est entrée et a semblé essayer de le calmer. Henri, il est juste confus et je suis sûr qu'il ne refera pas cette erreur. Va doucement avec lui, a dit ma mère doucement. Le dîner a été silencieux ce soir-là. Entre papa furieux contre moi et maman essayant de garder la paix, la tension était palpable. Maman a essayé de détendre l'atmosphère. Des nouvelles de Mike, a-t-elle demandé. Nous avons reçu un appel ce matin. Ils l'ont trouvé près du ruisseau d'Irpoint, a-t-il dit, avec un air désespéré. Eh bien, c'est formidable. Je suis sûr que sa famille a été soulagée, a dit maman. Papa a levé les yeux avec des larmes. Il a fallu un moment, mais maman et moi avons compris la gravité de la situation. Maman n'avait pas demandé s'il était retrouvé vivant, et nous savions maintenant qu'elle n'en avait pas besoin. Regardez-moi, tous les deux, a dit papa d'une voix autoritaire. Je ne sais pas si c'est une personne ou une chose, mais en ce moment, cette montagne n'est pas sûre. Je ne peux pas expliquer les témoignages et les histoires que j'ai recueillis autour de Mike, mais je sais que quiconque a fait cela est intelligent, il nous a dit. Ils se font passer pour d'autres personnes, prétendant être quelqu'un qu'ils ne sont pas pour pouvoir entrer dans leur maison et leur vie, a-t-il dit. Papa m'a regardé et a vu la préoccupation dans mes yeux. Il m'a excusé de la table et m'a dit qu'il m'aimait avant de m'envoyer dans ma chambre pour qu'il puisse parler avec maman. J'ai essayé d'écouter mais je n'ai pas réussi à distinguer ce qui se disait. Mike, femme, corps, 2 semaines, caché, maison, 2, disparu, c'est tout ce que j'ai pu comprendre de leur discussion. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Les mots embrouillés que j'avais entendus jouer dans ma tête encore et encore comme un disque rayé. J'ai essayé de reconstituer les morceaux de conversation que j'avais entendus. Jusqu'à présent, j'avais, la femme de Mike a dit, corps de 2 semaines, quelqu'un caché dans la maison, 2 enfants disparus. Je frissonnais à mon invention de l'esprit. Ce que j'avais imaginé, c'était que la femme de Mike avait dit que son corps avait été trouvé âgé de 2 semaines, bien qu'il l'ait trouvé ce matin et qu'il n'était apparemment disparu que depuis quelques jours. Cela soulève la question de qui était avec sa famille tout ce temps. Mes pensées ont été interrompues par un coup à la fenêtre qui m'a glacé le sang. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais la personne a frappé de nouveau. Tu peux me laisser entrer, a-t-il dit, je reconnaissais la voix. C'était la voix de mon père. Papa? Que fais-tu dehors, ai-je demandé. Il a pris un moment pour répondre. Je pensais avoir entendu quelque chose et je suis allé vérifier mais la porte s'est refermée derrière moi. Il fait froid dehors, mon garçon. Laisse-moi entrer. J'étais toujours figé de peur, mais mes préoccupations se sont encore aggravées lorsqu'une silhouette est apparue dans l'embrasure de ma porte. C'était mon père, portant son pyjama habituel. Il a levé un doigt en silence pour me signaler de me taire. La voix de l'extérieur a appelé. Mon père a éclaté si brusquement que j'ai sursauté dans mon lit. « Va-t'en de ma maison. Éloigne-toi de ma famille, a-t-il crié. La voix de l'extérieur n'a jamais répondu. Les seuls sons que j'ai entendus étaient des grognements bas et quelque chose qui ressemblait à un ronronnement de chat. Mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout allait bien et qu'il était fier de moi de ne pas avoir cédé à la demande de la personne. Le lendemain matin, papa a appelé pour ne pas aller travailler. Il a décidé de rester à la maison avec maman et moi, probablement pour s'assurer que ce qui était à ma fenêtre la nuit dernière ne reviendrait pas. Cette nuit-là, vers 9h du soir, nous avons tous les 3 entendu frapper à la porte. Mon père n'a pas répondu et a levé la main pour nous signaler de rester silencieux. « Les gars, c'est juste moi », a résonné la voix. Je me dirige vers la station pour une urgence. Ai-je laissé mes clés dans la maison, a-t-il répondu. Ma mère a rapidement formé des larmes dans ses yeux, tandis que mon cœur battait de plus en plus vite. J'espérais que tu viendrais ce soir. Je voulais te prendre par surprise, mon père a crié à la voix. Le seul bruit qui a suivi était un cri bref, comme un chien effrayé, et le bruit de pas s'enfuyant. Henri, qu'est-ce que c'était,
a demandé ma mère. Mon père baissa la tête en réfléchissant à sa réponse. Je ne sais pas, Amanda. Mais je sais qu'il veut entrer dans cette maison, a-t-il répondu d'un ton bas. Papa a appelé plusieurs de ses amis officiers pour venir à la maison. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que notre boîte aux lettres était en morceaux, notre drapeau arraché de la maison, et de petits trous creusés partout dans la cour. Quelle que soit la chose qui était à notre porte, elle avait dû faire une crise de colère après que papa l'ait chassée. Nous sommes tous les trois sortis et papa a accepté d'essayer de suivre l'être avec ses amis. Il a fait promettre à maman de ne pas ouvrir la porte comme d'habitude. Alors que nous retournions à l'intérieur, je suis allé directement dans ma chambre pour me cacher sous la couverture et prier pour ne pas entendre de coups ou d'appels. À ma grande surprise, je n'en ai pas entendu. Environ 1 heure plus tard, papa a appelé pour dire qu'il rentrait à la maison et qu'il n'avait rien trouvé. J'ai présumé que maman était encore sous le choc, car elle n'a pas répondu, elle a seulement hoché la tête faiblement. Papa est rentré à la maison et est entré directement par la porte. Il avait peur de quelque chose mais aussi en colère. Très. Amanda. Qui a laissé la porte déverrouillée, a-t-il crié. Maman a essayé de le calmer. Chérie, personne n'a frappé ni essayé d'entrer. J'ai regardé la porte toute la nuit, l'a-t-elle assuré. Papa regarda autour frénétiquement. Henri, je pense que tu es juste paranoïaque à notre sujet. Nous allons bien, et toi aussi, lui a-t-elle dit. Ils sont tous les deux allés dans leur chambre pendant que je retournais dans la mienne. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé la maison vide. Ni maman ni papa n'étaient dans leur chambre. J'ai vu la porte d'entrée ouverte et j'ai présumé qu'ils étaient dehors. J'ai senti quelque chose cependant. C'était une odeur vile et dégoûtante. Elle venait de leur chambre. Je suis entré et l'arôme putride provenait de leur placard. J'ai ouvert le placard et j'ai réalisé à quel point notre erreur de la nuit dernière était cruciale. J'ai vu le corps de ma mère, une seule entaille à son cou avait causé le sang à se répandre partout sur le tapis. J'ai pleuré en restant là et suis tombé à genoux. Ma propre mère, morte devant moi. En regardant son corps, mon esprit a commencé à s'embraser, comme si j'avais remarqué quelque chose sans vraiment le remarquer. Ma mère n'avait pas de grain de beauté sous l'œil. En fait, ses yeux étaient inégaux, avec son œil gauche presque tombant sous son nez. Elle n'avait pas de dents, mais en y regardant de plus près, elle n'avait pas de place pour elle. Cette femme ou cette chose n'était pas du tout ma mère. Alors que cette pensée traversait mon esprit, j'ai levé les yeux pour voir mes 2 parents entrer en trombe dans la pièce avec la police. Ils se sont excusés auprès de moi tout en m'escortant dehors. Ils ont dit qu'ils espéraient me rattraper avant que je ne me réveille pour expliquer. Mais l'histoire qu'on m'a donnée était clairement une histoire fabriquée pour me protéger de la vérité. On m'a dit qu'une femme essayait de s'introduire dans notre maison après que papa lui ait donné une amende qui l'avait poussé à bout. Mais je n'y croyais pas. Je savais que cette chose était capable de bien plus que d'être simplement une folle. Les fous ne manipulent pas les voix et les visages à volonté. Quelle que soit cette chose, elle était morte. C'est tout ce qui compte pour moi. Alors que nous marchions vers notre voiture pour permettre aux enquêteurs de continuer, j'ai levé les yeux vers mon père qui avait son bras autour de moi. J'ai remarqué quelque chose. Avait-il toujours eu des cheveux noirs ? Pour le contexte, je commencerai par dire que lorsque j'étais à la fin de mon adolescence, je vivais dans une petite ville juste à l'extérieur de Hambourg, pas loin de ma petite amie de l'époque. Nous passions beaucoup de temps ensemble et faisions beaucoup de promenades, car aucun de nous n'avait de voiture. Tous les quelques jours, je l'accompagnais à son auto-école juste au bout de la rue. Ses cours commençaient toujours assez tard dans la soirée, et c'était l'hiver en Allemagne, donc les jours étaient très courts et il faisait sombre tôt. Je détestais quand elle devait y aller seule. De plus, après l'avoir déposée à ses cours, j'essayais toujours d'être là pour la raccompagner aussi. Je partais simplement après l'avoir déposée et revenais après la durée de son cours. C'est là que les choses deviennent bizarres. Un soir en particulier, je l'ai déposée comme d'habitude, seulement à environ 20 minutes de marche, traversant un parc boisé tranquille et quelques petites rues secondaires pour y arriver. Je suis rentré chez moi pendant environ 1 heure, puis je suis parti tôt pour la retrouver avant qu'elle ne parte. Pour une raison quelconque, je suis arrivé particulièrement tôt cette fois-ci et j'ai dû attendre dehors pendant environ 20 minutes.
Il faisait très sombre, et j'étais simplement assis à l'arrêt de bus en face de l'école. J'ai attendu, et elle ne sortait pas des portes de l'école. Je suis resté dehors pendant probablement 35 minutes à attendre. Il convient également de noter que je n'avais pas mon téléphone sur moi à ce moment-là. J'avais pensé que ce serait une sortie rapide et facile, donc je ne l'ai pas pris, clairement une erreur. À ce stade, j'ai bien sûr commencé à me poser des questions. Est-ce qu'elle est déjà partie ? Je l'ai sûrement manqué. Elle devrait avoir fini maintenant. Etc. Après environ 40 minutes, j'ai commencé à envisager de retourner par le chemin d'où je venais pour voir si elle marchait seule, mais je ne voulais pas prendre le risque au cas où elle n'était pas encore partie. Alors je suis resté là, attendant nerveusement. C'est la partie vraiment bizarre. Alors que j'étais assis là, tapant du pied, j'ai vu 2 personnes avec des lampes de poche monter la rue en provenance de la direction opposée, apparemment à la recherche de quelqu'un. Je me suis levé et suis allé voir ce qui se passait. Les 2 personnes qui cherchaient étaient ma petite amie, celle que j'attendais, et sa mère. Dès qu'elles m'ont vu approcher, elles ont dit « Te voilà. Nous te cherchions partout. Où diable étais-tu et que faisais-tu là-bas » J'ai dit « Que voulez-vous dire ? J'attends ici depuis 40 minutes que tu sortes de l'école. D'où venez-vous toutes les 2 ? Que se passe-t-il ? J'ai fini plus tôt aujourd'hui et j'ai commencé à rentrer seul. Je n'ai pas pu te contacter, parce que je n'avais pas de téléphone, mais je t'ai vu me suivre. Pourquoi es-tu de retour ici maintenant ? Ce n'est pas drôle. J'étais abasourdi. De quoi parles-tu ? J'étais ici depuis 45 minutes d'affilée. Maintenant, voici ce que ma petite amie a vu de son point de vue. Après être sortie légèrement plus tôt de son cours ce jour-là, elle a commencé à rentrer chez elle avec assurance après avoir remarqué que je n'étais pas encore arrivé pour la chercher. Supposant qu'elle tomberait sur moi en chemin, elle n'était pas inquiète de marcher seule et elle a commencé à rentrer chez elle en toute confiance. Elle m'a aperçu à environ 500 mètres de distance et m'a vu traverser la rue, ce que j'avais effectivement fait en me dirigeant vers l'école. Elle s'attendait à ce que je l'approche et la salue, mais il semble que je ne l'ai pas remarqué de l'autre côté de la rue, et nous nous sommes croisés sans nous voir. C'était la dernière fois qu'elle m'a réellement vu avant de me retrouver à l'arrêt de bus. Malheureusement, j'étais un vrai farceur. Je la taquinais et plaisantais toujours avec elle, alors elle a supposé que c'était ce que je faisais à ce moment-là, elle pensait que je l'ignorais intentionnellement pour que je puisse la contourner et la surprendre ou quelque chose du genre, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas appelé mon nom parce qu'elle pensait que je faisais le con. La partie effrayante. Alors après cette interaction initiale, je suis rapidement arrivé à l'arrêt de bus et j'ai commencé à attendre. Elle, de son côté, a eu une marche très mouvementée. Après m'avoir vu initialement, elle a continué à marcher vers la maison, s'attendant à ce que je la surprenne ou quoi que ce soit, et ses attentes, pour elle, semblaient se réaliser. Elle a commencé à entendre des pas derrière elle à environ 10 mètres de distance. Elle savait que c'était moi qui lui faisais peur. Elle s'est alors retournée et ce qu'elle a vu, c'était moi, la suivant dans ma tenue exacte, marchant exactement comme je marche. Selon elle, c'était mon visage exact, ma couleur de cheveux, et même ma démarche physique. Pour elle, c'était sans aucun doute moi qui la suivais. Tellement étrange. Le doppelganger n'a rien dit, n'a jamais levé les yeux et est resté à une distance constante de 10 mètres derrière elle. Il l'a suivie pendant quelques minutes sur la route, juste effrayant à mort. Bien sûr, elle s'est de nouveau retournée et a ri de ce qu'elle supposait être ma tentative pathétique de lui faire peur, mais après un certain temps, elle a commencé à être bizarre et à se demander ce que je faisais. Peu de temps après, les pas ont cessé et elle m'a perdu dans un virage de la route. Elle s'est retournée, confuse, et a même appelé mon nom en vain. Elle a haussé les épaules et a continué à avancer à travers le parc boisé près de chez elle. C'était un parc très calme, sombre et effrayant, mais elle a continué malgré tout, rappel rapide que tout ce temps, j'étais en fait assis à l'arrêt de bus. À mi-chemin du petit parc, elle entend à nouveau des pas. Mais ils étaient beaucoup plus rapides et lourds. Elle se retourne pour me voir à nouveau, moi, en train de courir vers elle à toute vitesse. Jean large, gros pull, courant aussi vite que je pouvais. Elle a vu mes yeux pénétrer les siens et comme regarder dans son âme.
À ce stade, elle était effrayée. Elle ne savait pas ce qui se passait et apparemment je fonçais droit sur elle. À environ 10 mètres d'elle, le doppelganger a tourné et a couru sur un autre chemin dans le parc. Courant vers une partie non éclairée, complètement sombre du parc. Courant aussi vite qu'il pouvait. Mais quoi? Elle a regardé alors que je courais dans l'obscurité et disparaissais de vue. La confusion immense a suscité une inquiétude chez elle. Elle était presque chez elle, et pensait peut-être que je courais pour la retrouver de l'autre côté du parc ou quelque chose, elle voulait aussi juste sortir de ce parc effrayant. Elle a vraiment donné le bénéfice du doute au doppelganger cette nuit-là. Alors elle est arrivée à la maison, a demandé à sa mère si j'étais arrivé, et bien sûr, je ne suis jamais venu. Elle raconte toute l'histoire à sa mère et elle commence à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas. Elles ont attendu quelques minutes, puis ont décidé de me chercher. Lorsque leurs tentatives ont échoué, elles ont pensé à regarder près de l'auto-école à nouveau et c'est là qu'elles ont trouvé le vrai moi à l'arrêt de bus. C'est essentiellement toute l'histoire. C'était extrêmement étrange et depuis ce jour, il y a environ 6 ans, je me demande ce que cela pourrait signifier. J'ai entendu dire que les doppelgangers sont des présages de mort, mais dernièrement, je me demande si ce n'était pas un genre de glitch élaboré ou une sorte d'intersection d'univers. Je viens d'une petite ville rurale juste à l'extérieur d'une capitale. Je rédige ce message aujourd'hui pour donner des conseils à tous ceux qui ont déjà rencontré ou rencontreront un jour leur doppelganger. Rencontrer votre doppelganger semble très effrayant au premier abord, nous avons tous entendu le même internet qui dit quelque chose comme « Si vous voyez une autre personne qui vous ressemble, fuyez et cachez-vous », mais ce n'est vraiment pas nécessaire. L'expérience de chacun avec son doppelganger sera différente, c'est comme avoir un colocataire au hasard à l'université. Vous pourriez avoir une excellente expérience et vraiment vous entendre avec la personne, ou elle pourrait menacer de vous tuer et vous faire passer des nuits blanches à craindre pour votre vie. Les chances de rencontrer votre doppelganger sont très élevées, augmentant considérablement après vos 25 ans. Personnellement, j'ai rencontré mon doppelganger 4 fois déjà, et grâce à mon travail, je pense être bien qualifié pour donner des conseils à ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Lorsque vous rencontrez votre doppelganger, vous devez agir comme si vous ne le reconnaissiez pas, même s'il vous ressemble exactement. Vous devez attendre qu'il vous approche et se présente, il dira généralement quelque chose comme « Enchanté de vous rencontrer » ou « C'est un plaisir de vous rencontrer ». S'il dit quelque chose de négatif, ou si vous établissez un contact visuel et qu'il ne se présente jamais, alors vous devriez quitter cet endroit immédiatement. Il pourrait être préférable de vous rendre à votre poste de police locale, on ne sait jamais s'il ne vous suivra pas. Il est également important de noter que même si vous avez déjà rencontré votre doppelganger, vous devez toujours agir comme si c'était la première fois, mais il mentionnera généralement le fait que vous vous êtes déjà rencontrés. Je ne suis pas venu ici juste pour donner des conseils, je suis également venu en chercher. L'autre jour, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. J'étais à un marché en plein air, et qui ai-je croisé en train d'acheter des cuillères en bois antique, sinon mon doppelganger. Elle m'a tapé sur l'épaule avec sa cuillère nouvellement achetée et m'a salué avec un sourire, comme elle l'avait fait plusieurs fois auparavant. « Ravi de te voir », dit-elle en tendant la main. J'ai voulu la serrer, disant la même chose, mais sa peau était glacée, différente de la dernière fois que je l'avais vue. Elle regarda autour d'elle, puis baissa la voix en un murmure, « Combien de fois nous sommes-nous rencontrés ?» Quelque chose clochait. Elle semblait nerveuse, ses yeux n'arrêtaient pas de bouger comme si elle cherchait quelqu'un. Malgré ce que mon cerveau me disait de faire, répondre à mon doppelganger que je n'étais pas sûr que nous nous soyons déjà rencontrés, j'ai suivi mon instinct et lui ai dit la vérité. Ce serait notre 4e rencontre, lui ai-je murmuré. Elle poussa un soupir de soulagement. C'est ce que je pensais, répondit-elle. Elle regarda encore une fois autour d'elle avant de marcher silencieusement vers le parking. Elle fit encore quelques pas avant de remarquer que je ne la suivais pas, étant encore abasourdie par l'interaction que nous venions d'avoir. « Viens », m'appela-t-elle. J'ai trottiné pour la rejoindre, pensant à ce que j'allais manquer au marché. Du miel aromatisé aux fruits organiques. Des kilts tricotés à la main vendus par une femme qui ne semblait pas avoir moins de 90 ans. Des cookies aux pépites de chocolat frais du stand végan. En y repensant maintenant, j'aurais aimé rester et acheter ma cuillère. Avant d'aller n'importe où, peux-tu juste me dire ce qui se passe, demandai-je.
Elle regardait droit devant, se dirigeant droit vers le parking. « Je le ferai. »« Quelle voiture est la tienne ?» répondit-elle. Je n'étais pas sûr de me sentir à l'aise de monter dans un espace confiné avec mon doppelganger. C'était la plus longue interaction que nous ayons jamais eue, et la situation dans laquelle nous nous trouvions ne me faisait pas penser que nous allions nous asseoir et avoir une conversation légère. « Peux-tu s'il te plaît juste me dire ce que nous faisons ?» J'ai arrêté de marcher, lui saisissant le poignet pour qu'elle s'arrête aussi. Elle ne s'est pas arrêtée cependant, c'était comme si elle était dans une sorte de transe. Elle a continué à marcher mais a été rapidement tirée en arrière, avec ma prise sur son poignet agissant comme une ancre. Lorsqu'elle s'est retournée, j'ai remarqué que ses yeux étaient un peu rouges et gonflés et ses joues un peu tachetées. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant, mais elle avait en fait pleuré dès que nous avions commencé à parler. En se tournant vers moi, ses yeux se sont agrandis immensément et elle a arraché son poignet de ma prise. Je ne pensais pas l'avoir blessée de quelque manière que ce soit, je veux dire que je lui avais saisi le poignet mais je n'étais pas Hulk Hogan ou quelque chose du genre. J'ai commencé à bredouiller un « je suis désolé », mais j'ai été interrompu par un cri perçant venant de derrière moi. J'ai réalisé que mon doppelganger ne me regardait pas, mais regardait derrière moi, et j'ai tourné à contre-séure la tête pour voir la source du cri. Au début, je n'ai rien vu, juste des familles se promenant sur le marché et une jeune fille essayant de promener 2 dogs allemands sans trébucher. En regardant la fille tenter de dresser les chiens, j'ai entendu un bruit de battement. J'ai scanné l'horizon, le son devenant plus rapide et plus lourd à mesure que je le cherchais. Quand je l'ai finalement vu, j'ai eu le souffle coupé. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait coupé le souffle. Cette vue n'aurait rien eu d'extraordinaire pour moi, peut-être un peu déroutante au début mais rien que je ne puisse rationaliser, si ce n'était pour la personne avec qui j'étais. Courant à toute vitesse vers moi depuis les bois, une jeune femme, ses longs cheveux en lambeaux volant derrière elle. Elle portait une blouse d'hôpital tachée de sang, et en se rapprochant, j'ai remarqué qu'elle avait une petite cicatrice. La femme, c'était moi. C'était mon doppelganger, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je me suis retourné, nous avions le même regard d'horreur sur nos visages. « Nous devons partir » a-t-elle étouffé entre 2 sanglots, et cette fois je n'ai pas attendu d'explication. Nous avons couru vers ma voiture, sans nous arrêter pour voir si nous étions toujours poursuivis. Je suis allé du côté conducteur mais elle m'a arrêté, disant « Je sais où nous devons aller, je conduirai. Tu seras la vigie. » Je n'ai pas discuté, même si je n'aimais généralement pas que les autres conduisent ma voiture, même si techniquement c'était toujours moi qui la conduisais. J'ai couru jusqu'au côté passager et j'ai ouvert la porte en grand, grimaçant lorsqu'elle a heurté la voiture garée à côté de moi. Dans d'autres circonstances, j'aurais laissé un mot, mais je ne pouvais pas perdre de temps. Pour quelqu'un qui, je supposais, ne conduisait pas beaucoup, mon doppelganger a réussi à sortir du parking étonnamment vite. Pendant qu'elle conduisait, j'ai commencé à réfléchir pour essayer de comprendre ce que je venais de voir. Un 3e doppelganger ? Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de ce genre, ni dans ma vie personnelle ni au travail. Et comment mon doppelganger original était-il au courant de cela ? Est-elle impliquée ? J'ai un doppelganger depuis environ 1 an maintenant, je ne m'en étais pas rendu compte au début, mais lorsque les gens ont commencé à me rappeler des choses que nous avions apparemment faites ensemble, c'est devenu de plus en plus évident que j'avais une sorte d'imitateur. Quelqu'un qui prétendait être moi. Au départ, je l'avais mis sur le compte de ma mauvaise mémoire, mais ce n'était pas ça. J'ai un doppelganger. Maintenant, rassurez-vous, il n'a jamais rien fait qui ait nui à ma réputation ou à ceux qui m'entourent. Il agissait simplement comme moi, mais c'est devenu bizarre. Vraiment bizarre sans prévenir et cela semblait presque sortir de nulle part. Je suis rentré chez moi et j'ai posé mes clés sur le comptoir, soupirant profondément. J'avais des courses à faire et j'étais parti pendant environ 3h30, et pendant ce temps, il avait fait quelque chose. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ma fiancée, Lucie, est arrivée derrière moi, se tenant dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai levé un sourcil, elle avait l'air triste, presque. Je suis désolé pour tout à l'heure. Tu avais raison. Elle est entrée dans la cuisine. Tout à l'heure ? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ?
J'ai fait un pas vers elle et elle a semblé reculer un peu. La dispute. Je dirai à mon patron que je ne peux plus travailler de nuit, si c'est ce que tu veux. Lucie tenait ses mains derrière son dos et elle semblait presque effrayée par moi. Sale ? Elle a agité sa main devant moi alors que je restais debout à regarder le sol, perdu dans mes pensées. Est-ce que le doppelganger avait encore interféré avec ma vie ? Mais il n'avait jamais disputé avec quelqu'un avant. Lucie s'est avancée dans la cuisine à nouveau, élevant la voix. Hein ? Désolé. J'ai secoué la tête un peu, rencontrant son regard. Tu avais raison à propos de mes heures de travail. Je ne ferai plus de nuit. Elle a soupiré un peu. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souviens pas avoir parlé de ça. J'étais parti faire des courses, tu te souviens. Lucie a fait un geste vers la porte. Ben oui. Tu es revenu juste après être parti et nous avons discuté à propos de mes horaires de travail. Puis tu es juste reparti. Elle a de nouveau élevé la voix. J'allais parler, mais j'ai finalement hoché la tête. Peut-être que tu as raison. Je suis juste fatigué. Je vais aller me coucher. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, il était environ 20 heures, mais au début, je n'ai pas bougé, j'ai juste regardé le plafond. Quelque chose n'allait pas. Lucie et moi ne nous disputions jamais. Je n'avais même pas de problème avec ses horaires, quand je rentrais du travail, je voulais un peu de temps pour moi, et elle travaillant tard me le permettait. Je ne pouvais pas exactement lui expliquer que j'avais un doppelganger qui interférait avec ma vie. Mais je pouvais au moins essayer de m'expliquer. Alors, je suis sorti du lit et suis allé dans le salon, où Lucie était assise sur le canapé et s'est levée en lançant un sac vers moi. Prends tes affaires. Fiche le camp. Elle m'a crié dessus alors que je rattrapais le sac. J'ai essayé de parler mais elle m'a interrompu. Qui frappe son fiancé enceinte ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Sale ? Lucie a pointé la porte. Sors. Je suis vite sorti, ne voulant pas envenimer la situation. Mais en montant dans ma voiture et en conduisant jusqu'à chez un ami, j'ai pleuré, frappant mon volant aussi fort que je pouvais. Ce maudit doppelganger, il avait frappé Lucie. Et pourquoi ? Parce qu'elle lui avait dit qu'elle était enceinte ? Je ne savais pas quoi faire. Je suis resté chez mon ami pendant 3 jours avant de trouver le courage de retourner voir ma fiancée maintenant enceinte et essayer de lui expliquer que, aussi fou que cela puisse paraître, j'avais un doppelganger qui interférait avec ma vie, et essayant de la détruire. Alors, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à notre maison. Je suis resté dans ma voiture pendant environ 20 minutes et j'ai allumé une cigarette, essayant de calmer mes nerfs avant d'aborder la maison. La porte était légèrement entr'ouverte, alors je l'ai poussée. J'ai fait un pas dans le salon, et je me suis figé. Mes yeux se sont agrandis et mes pupilles ont tremblé de peur pure. La cigarette que je tenais dans ma main est tombée par terre, et c'était comme si le temps ralentissait alors que je tombais à genoux, tremblant. Lucie me regardait droit dans les yeux, sans cligner des yeux, ses yeux bleus clairs rencontrant les miens alors que je poussais un cri terrifié. Son corps gisait immobile sur le sol, son ventre imbibé de sang cramoisi, un couteau de cuisine aiguisé enduit de ce même sang gisant par terre à côté de son cadavre. Mon monde est devenu sombre à cet instant précis, mais il s'est soudainement éclairé à nouveau, illuminé par des lumières rouges et bleues clignotantes juste devant ma maison, une sirène hurlant dans mes oreilles. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.